Le terrorisme en Afrique, un sujet qui fait souvent la une des journaux, mais presque toujours sous l'angle de la violence, des attaques. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment derrière tout ça? Aujourd'hui, on va plonger dans les analyses de la Revue africaine sur le terrorisme pour aller voir au-delà, pour vraiment comprendre les dynamiques profondes qui façonnent la sécurité de tout un continent. Cette citation, elle résume parfaitement notre approche. Pour comprendre le terrorisme en Afrique, ce n'est pas suffisant de se concentrer sur l'ennemi. Non, il faut absolument analyser l'environnement qui le nourrit. C'est vraiment la clé pour trouver une réponse efficace. Et ça va être notre fil rouge. Alors, voici le programme. On va commencer par définir la menace, puis on analysera la réponse des États, ensuite on se penchera sur le fragile équilibre avec les droits humains, avant d'aller creuser les causes un peu moins visibles de l'extrémisme. Et on terminera bien sûr en regardant les solutions qui peuvent venir du terrain. Allez, on attaque la première partie, une menace complexe. Le point de départ, c'est de comprendre que le terrorisme, ce n'est pas quelque chose de spontané. C'est en fait l'aboutissement de tout un processus, et c'est ce processus qu'on doit absolument déconstruire si on veut pouvoir agir avant qu'il ne soit trop tard. En fait, le passage à l'acte, il ne se fait pas du jour au lendemain. On peut le voir en 3 étapes. Tout commence souvent par la radicalisation, c'est-à-dire un changement vraiment profond dans les croyances. Ensuite vient l'extrémisme violent. C'est le moment où la violence devient une option acceptable. Et l'étape finale, eh bien, c'est le terrorisme lui-même. L'utilisation de la violence pour semer la terreur. Et attention, cette menace n'est pas du tout monolithique. Elle est incarnée par une multitude de groupes, chacun avec ses propres objectifs, ses propres modes opératoires, et ils sont présents sur tout le continent du Maghreb à l'Afrique de l'Est, en passant par le Sahel et l'Afrique centrale. Pour se rendre compte de l'impact humain, parfois un seul chiffre suffit. 667. C'est le nombre de civils qui ont été tués en seulement 6 mois, et ça uniquement dans la région du Sahel. C'est une statistique qui fait froid dans le dos et qui montre bien le coût direct de cette instabilité. Quand on regarde le détail des victimes, on voit une double stratégie. D'un côté, des groupes comme Boko Haram ou Al-Shabaab qui ciblent massivement les civils, le but c'est de terroriser. Et de l'autre, on voit que les forces de sécurité payent aussi un tribut extrêmement lourd, ce qui montre bien une volonté d'affaiblir directement l'autorité de l'État. Bon, passons maintenant à la deuxième partie, la riposte sécuritaire. Forcément, face à une telle menace, la première réaction des États, c'est de renforcer leur arsenal de sécurité. C'est logique. Les États déploient toute une panoplie d'outils. On voit une surveillance qui s'intensifie, ce qu'on appelle parfois des pratiques invisibles. Les pouvoirs de la police sont étendus pour permettre des interventions plus rapides. La coopération entre les pays devient absolument essentielle, avec des structures pour partager le renseignement. Et bien sûr, l'intervention militaire directe reste un pilier central de la réponse. Troisième partie, le dilemme des droits. Et c'est là, évidemment, que les choses se compliquent. Parce que cette quête de sécurité maximale, elle entre forcément en tension avec la protection des libertés fondamentales. On se retrouve face à une balance très délicate. D'un côté, il y a l'impératif de sécurité qui pousse les États à étendre la surveillance, à utiliser la force. De l'autre, il y a la protection des libertés. Et quand cette balance penche trop d'un côté, c'est le contrat social qui est menacé. Les citoyens risquent de sacrifier leur liberté pour une sécurité qui peut devenir elle-même une forme d'oppression. Le risque, il est bien réel. Prenons l'exemple de certaines lois antiterroristes, comme celle qui a été adoptée au Cameroun en 2014. Quand une loi définit l'acte terroriste de manière trop large, trop vague, elle peut être détournée pour réprimer une opposition politique tout à fait légitime, qui n'a rien à voir avec la violence. C'est un glissement vraiment dangereux. Quatrième partie, les moteurs invisibles. Ok, maintenant allons plus loin. La réponse purement sécuritaire, elle traite les symptômes. Mais si on veut trouver des solutions qui tiennent la route sur le long terme, il faut comprendre les causes profondes. La question qu'on peut se poser, c'est, au-delà des facteurs évidents, où est-ce que se cachent les vraies racines de l'extrémisme? Et là, l'analyse de la revue nous emmène sur des pistes assez surprenantes, bien au-delà des explications purement politiques ou militaires. Des études du PNU2 qui sont citées dans la revue sont très claires là-dessus. Les jeunes qui rejoignent des groupes extrémistes viennent en grande majorité de zones marginalisées, souvent des zones frontalières, là où l'État est peu présent et où il n'y a quasiment aucune perspective ni économique ni éducative. C'est de ce vide que naît la vulnérabilité. Et là, on aborde une perspective assez inattendue. L'analyse se penche sur la rhétorique de certains mouvements pentecôtistes. Cette affiche, par exemple, vue au Cameroun, elle montre comment la lutte contre le terrorisme est parfois redéfinie comme une guerre spirituelle. Et ça a des conséquences sociales très profondes. Ce concept de diabolisation est vraiment essentiel à comprendre. Quand le discours religieux se focalise sur une lutte contre des ennemis invisibles, comme la sorcellerie par exemple, ça peut mener à des accusations au sein même des familles, des communautés.
Et ça fracture le tissu social, ça crée de la méfiance et ça peut finir par isoler des individus, ce qui les rend potentiellement encore plus vulnérables à d'autres formes de radicalisation. On arrive à notre 5e et dernière partie, les solutions locales. Bon, face à toute cette complexité, où est-ce qu'on peut trouver des pistes de solutions? L'analyse insiste beaucoup sur l'importance de construire la paix non pas seulement depuis le sommet de l'État, mais surtout depuis la base. La solution, elle ne peut être que globale. Une approche efficace doit agir sur 3 niveaux en même temps. Il faut renforcer les institutions et la gouvernance, il faut contrer les idéologies de haine en rendant les communautés plus résilientes, et il faut répondre aux besoins très concrets des individus. Cette citation du secrétaire général de l'ONU, qui est reprise dans la revue, résume tout parfaitement. La meilleure stratégie antiterroriste sur le long terme, c'est une stratégie de développement. Bâtir des sociétés justes, des sociétés où chacun peut trouver sa place, c'est le rempart le plus efficace contre la haine. Alors concrètement, ça passe par quoi? On peut dire que ça repose sur 4 piliers. D'abord, renforcer la démocratie locale, pour que les gens aient un vrai contrôle sur leur vie. Ensuite, mettre en place un développement qui bénéficie à tout le monde, puis consolider les communautés pour qu'elles soient plus fortes face aux discours extrémistes, et surtout considérer les jeunes non pas comme un problème, mais comme une partie essentielle de la solution. Il existe des outils très concrets, comme la Charte africaine de la décentralisation, qui est justement conçue pour renforcer la gouvernance locale. Mais quand on regarde les chiffres de 2019, on voit bien le décalage. Sur 55 pays, seulement 6 l'avaient ratifié. C'est la preuve qu'il y a encore un long chemin à faire pour passer des bonnes intentions aux actions sur le terrain. Alors, le point crucial, ce qu'il faut vraiment retenir de toute cette analyse, c'est ça. Une approche purement militaire ou sécuritaire ne suffira jamais. La lutte contre le terrorisme, c'est avant tout un immense défi de gouvernance, un défi de développement économique et un défi de renforcement du lien social. Et tout ça nous laisse avec une question finale. Pour assurer un avenir pacifique, est-ce qu'il faut construire des murs, qu'ils soient physiques ou législatifs, ou est-ce qu'il faut plutôt construire des ponts entre les communautés, entre les citoyens et l'État, et entre les nations? La clé d'une sécurité vraiment durable se trouve sans aucun doute dans la réponse à cette question.